Cette table ronde se situe dans le cadre du Festival des 21 heures de la non-violence, qui est organisé par Non-Violence 21, et dont le but, c'est de promouvoir et de montrer la diversité et la radicalité des approches de la non-violence. Donc, il y a eu plein d'ateliers cet après-midi, auxquels j'espère que vous avez pu assister. Et on espère que ça vous aura donné des pistes, des envies, et d'explorer plus en avant ces différents aspects de la non-violence. Et donc là, on va parler éducation à la non-violence. Je passe la parole à Elisabeth. Merci. Vous m'entendez là? Alors, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je commence par le titre. Comme ça, si vous êtes trompé d'endroit, vous pouvez changer. Oser la non-violence à l'école, au collège. Alors, pourquoi ce titre? La non-violence, c'est très large. Donc là, on va se centrer d'ailleurs sur l'école. Mais évidemment, ce qu'on va dire sur l'école est applicable non seulement au collège, au lycée, mais à toute autre situation d'éducation, que ce soit dans la famille, etc., ou dans d'autres lieux que l'école. Mais nous, on va rester centrés sur l'école. La non-violence, on ne va pas faire un discours sur la non-violence en général, simplement pour redire que ça commence par le nom de non-violence, ça commence par refuser non pas la violence, mais les différentes violences, qu'elles soient entre adultes et enfants, entre enfants, ou qu'elles soient le fait des institutions ou des systèmes qui les accueillent ou qui les accueillent mal. Et refuser cette violence, ça commence par la repérer, ce qui n'est pas toujours si évident, la nommer, la dénoncer, mais également la comprendre pour essayer de faire autrement. C'est ce que vont approfondir chacun dans leur domaine les 4 personnes que nous accueillons. Nous accueillerons d'abord Mylène de Sainte-Marie, qui est enseignante spécialisée après 20 années dans des classes dites normales. Donc elle va témoigner de ce qu'elle met en œuvre ou essaie de mettre en œuvre. François Cribier, qui est médiateur social et médiateur, cofondateur de Déclic CNV et Éducation. Voilà. Ensuite, nous passerons la parole à Christian Renoux, enseignant dans le supérieur, que beaucoup d'entre vous connaissent comme un promoteur, je dirais, au niveau national et au niveau international de l'éducation et de la formation à la non-violence, à la régulation non-violente des conflits. Et enfin, Anne Ferraud-Vercouter, formatrice à Génération Médiateur. Je passe donc la parole à Mylène. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mylène de Sainte-Marie. Je suis enseignante spécialisée en aide relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas de classe et je travaille, moi, sur une dizaine d'écoles avec les enfants en grande difficulté scolaire en ce qui concerne tout ce qui est la relation, que ce soit la relation à soi, la relation aux autres ou la relation aux apprentissages. Voilà. Donc, moi, ça fait 25 ans que je suis enseignante et mon axe a toujours été pouvoir contribuer à la paix, à la non-violence en accompagnant les enfants. Pour moi, il y a 3 sortes de violences. Il y a la violence que je reçois de l'extérieur, la violence que je vais mettre moi à l'extérieur et la violence que je m'inflige moi à l'intérieur de moi. Et donc, c'est vrai qu'à l'école, on peut travailler sur ces 3 axes, que ce soit à travers la pédagogie, la posture de l'enseignant, la gestion des conflits ou encore justement avec les adultes. Et c'est les points que je vais aborder. Bon, allez, prenez vos cahiers, exercice 15, page 34. C'est parti. Oh là là. Oh, mais je comprends pas, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Vas-y, montre-moi ton cahier, toi. Maîtresse, j'ai fini, je m'ennuie. Maintenant, je fais quoi? Voilà, ça, c'est ce à quoi j'avais droit quand j'enseignais de manière un peu traditionnelle. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Et donc, ça m'a permis d'arriver à la pédagogie Freinet, notamment à travers les plans de travail qui permettent en fait à chaque enfant de pouvoir aller à son rythme, de pouvoir avoir des exercices qui sont adaptés en fait au niveau où il est et que chacun puisse aussi choisir ce qu'il veut faire au moment du plan de travail. Donc pour moi, ça participe vraiment à avoir le choix en fait à l'école, parce que souvent à l'école, on n'a pas le choix, on doit faire ce qu'on nous dit. Donc comment apprendre en ayant le choix?
Donc ça, c'est un axe aussi qu'on peut développer. Et notamment, à travers le plan de travail, on peut aussi faire le tutorat parce que du coup, les enfants peuvent choisir aussi où ils travaillent, avec qui, s'isoler ou pas, en groupe ou pas, et choisir aussi qui est-ce qui peut m'aider. Donc en fait, la pédagogie et la façon dont on va enseigner, on peut donner les choix en fait aux enfants et les accompagner un peu, dans leurs compétences, soutenir où c'est difficile et leur permettre d'aller plus loin quand ils ont des capacités. Pour moi, ce qui est aussi d'important, c'est quelle expression, quelle place je vais leur donner. Et à travers justement, par exemple, ce qu'on appelle le quoi de neuf, la possibilité de pouvoir raconter quelque chose qui m'arrive, que j'ai envie de partager avec le groupe, la possibilité de présenter un travail que j'ai fait, la possibilité de présenter une création aussi que j'ai fait et de montrer à tous des compétences, voilà, ça participe à nourrir l'estime de soi de l'élève, à le mettre en avant et à lui donner une place. Et je trouve que c'est ce qui est important en classe aussi. Oh maîtresse, j'en peux plus. Mais toi, arrête de bouger, mais assis-toi bien sur ta chaise. Non mais calme-toi, la récré c'est bientôt. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on peut aussi adapter, permettre aux enfants de bouger, mettre des tabourets qui bougent, des galettes, permettre ce qu'on appelle aussi la classe flexible, c'est-à-dire dire, oui, bon, tu veux aller lire allongé par terre, pourquoi pas, vas-y. Ok, vous voulez vous allonger pour lire, peut-être vous pouvez. Vous voulez aller à trois autour de la petite table à genoux, allez-y. Voilà, comment je peux adapter aussi l'espace de la classe pour permettre aux enfants d'avoir des postures peut-être différentes que toute la journée assis sur la chaise, qui pour moi est une énorme violence aussi. Est-ce que vous, les adultes, vous pourriez rester comme ça 6 heures à écouter ? Je ne crois pas. Donc voilà, comment on peut aussi aménager l'espace de la classe pour permettre justement que chaque enfant puisse trouver quelque chose où il se sent bien et lui donner du coup des conditions d'apprentissage favorables. Ça, c'était donc en ce qui concerne un peu le côté pédagogique, mais la non-violence, ça passe beaucoup aussi par la posture de l'enseignant. C'est-à-dire, quel climat de classe je vais créer avec mes élèves, et c'est avec la découverte de la communication non violente que j'ai pu développer ma posture et aussi mes gestes professionnels. Notamment, moi, je travaille beaucoup avec des enfants qui... avec beaucoup d'hypersensibilité, avec beaucoup d'agressivité. Donc, c'est les enfants qui peuvent jeter les objets, qui peuvent frapper, qui peuvent insulter, qui peuvent s'enfuir. Et donc là, souvent, on est démunis par rapport à l'intensité émotionnelle. Et moi, je vois que j'ai acquis quelque chose qui est complètement tranquille face à cette agressivité. Parfois, il faut contenir les enfants. C'est-à-dire, moi, j'ai des postures, en fait, de contenance où je peux me protéger moi, le protéger lui, protéger les autres, tout en attendant que l'émotion, parce que je sais que l'émotion, elle monte, il y a un plateau, et à un moment, forcément, elle va redescendre. Et si j'ai cette conscience-là et cette confiance-là, je vais pouvoir accompagner l'enfant, en le contenant et avec sécurité, fermeté, mais aussi avec accueil, jusqu'à ce que son émotion redescende. Et là, on va pouvoir parler de ce qui fait qu'il a manifesté cette agressivité et pouvoir trouver des temps, pouvoir trouver des façons de gérer quand il sent justement que ça monte. Donc, il y a tout un travail sur les émotions à faire avec les enfants, parce que quand les émotions sont ressenties, qu'on a de la conscience qu'elles arrivent, qu'on sait les nommer, les verbaliser, et qu'après, on cherche comment les exprimer de manière justement respectueuse, sans agressivité, ou à détourner l'agressivité, et du coup, on peut tous vivre mieux ensemble. Par exemple, moi, dans ma classe, j'avais créé une tente à émotion. Ça veut dire que les enfants, ils pouvaient y aller quand ils sentaient l'émotion arriver et qu'ils avaient besoin de s'isoler du groupe et se retrouver soi. Donc, dedans, il y avait une petite tente, un plaid, des coussins, où ils pouvaient justement quelque chose qui peut être enveloppant. Donc ça, ils pouvaient y aller. Bien sûr, il y avait un cadre, avec un temps précis. C'était un enfant à la fois. Mais c'était libre. Et donc, je leur expliquais que ça pouvait être à la fois dans quelque chose qui était triste ou en colère, mais aussi trop d'explosion de joie. Et qui pouvait être peut-être trop intense pour le groupe, la vie du groupe et les apprentissages. J'avais mis aussi en place une boîte à émotions qui était avec la même intention, mais là, c'était à travers des activités que je pouvais faire, des mandalas, de la pâte à modeler, regarder des images, faire un dessin colorié pour justement traverser ce qui m'occupe là et ce qui me rend indisponible aux apprentissages. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place justement pour permettre un accueil des émotions qui peuvent être gênantes, entre guillemets,
dans les apprentissages et empêcher la disponibilité des enfants et qui peuvent permettre à la classe justement de fonctionner tout en accueillant ces émotions. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui disent « Ouais, je suis nulle, je ne sais pas quoi faire ». Quand je leur demande bah, « Qu'est-ce que tu réussis en classe ?» Rien. Et « Qu'est-ce que tu réussis pas ?» Puis là, ils me font toute la liste. Donc, il y a vraiment un travail autour de l'estime de soi à faire. Et ça, moi, je le travaillais avec ce que j'appelais le rituel des fiertés, qui était donc un temps tous les soirs où moi, j'accompagnais beaucoup les enfants en temps de centrage, de voir « Ok, est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que vous avez fait ou dit et dont vous pouvez être fiers ?» Et là, du coup, les enfants pouvaient exprimer une fierté qu'ils avaient. Par exemple, voilà, je suis fière d'avoir cuisiné une tarte à la courgette avec ma maman. Je suis fière d'avoir présenté mes excuses pour mon comportement. Voilà. Et du coup, on compilait toutes ces fiertés et on les mettait dans un cahier. Et comme ça, l'enfant, bah, quand il se voyait nul ou pas bien, bah, voilà, il pouvait relire ça et ça allait aussi à la maison. Et les enfants et les parents pouvaient avoir une image un peu différente aussi de leur enfant à l'école. Donc c'est important de nourrir l'estime de soi. Et c'était des activités que je proposais à faire aussi avec les parents à la maison. Parce que moi, je travaille aussi avec des adultes. Et je vois qu'on dit, OK, pensez à quelque chose dont vous êtes fier. Et là, il y a des choses, il me vient que des choses où je ne suis pas fière de moi. OK, est-ce qu'on peut regarder aussi ce que vous êtes capable de faire? Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment très important. Et que ce ne soit pas toujours qui vient de l'extérieur, comment moi je peux me regarder, quelle image moi je peux avoir de moi. Donc est-ce que je peux construire et accompagner les enfants à construire une image avec des références qu'on appellerait internes et pas toujours en se basant sur ce que les autres disent de moi. Est-ce que moi, je peux de moi à moi être fière de moi? Et du coup, quand l'autre va me dire « Ouais, c'est nul ton dessin », ouais, mais moi je l'aime et je suis tranquille chez moi, je sais que ça me plaît. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et bien sûr, l'importance de la cohésion du groupe en classe. Donc ça passe beaucoup par des jeux de cohésion. On parle de jeux brise-glace, les jeux coopératifs. Comment on va pouvoir faire ensemble? Oui. Et bien sûr, quand on parle de non-violence, eh ben, on pense à la gestion des conflits, aux conflits. Ouais, maîtresse, il m'a poussé. Ouais, mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Mais si, c'est toi, non. Et hop, on est reparti dans le ping-pong. Donc, comment on peut accompagner les conflits et les transformer pour que chaque enfant puisse être entendu dans ce qu'il a vécu et en même temps que ce soit transformé les réactions avec quelque chose de plus réfléchi. Moi, je travaille beaucoup en ce moment dans les écoles. On est beaucoup sur la lutte contre le harcèlement et à travers la prévention. Donc, il y a beaucoup de situations de harcèlement qui sont évoquées. Et en fait, moi, quand je travaille avec les enfants, souvent, en fait, c'est des conflits d'enfants. Il y a peut-être 90% qui sont des conflits entre enfants et 10% qui sont des situations de harcèlement. Donc, il y a vraiment à faire la différence. Et comment on peut travailler ces conflits entre enfants qui sont en fait récurrents? C'est-à-dire que l'enfant qui est plutôt la cible d'actes plutôt violents va aussi créer de la réciprocité, c'est-à-dire qu'il va renvoyer. Donc c'est pour ça que c'est plutôt un conflit parce qu'il y a quand même de la réponse. Il n'y a pas quelque chose qui reçoit tout le temps. Et donc moi je mets en place des médiations collectives qui viennent un peu des cercles restauratifs dont vous parlera François. Voilà, pour justement travailler la médiation en groupe. Et donc, les enfants peuvent dire ce qui se passe pour eux. Je les accompagne à entendre vraiment, à entendre ce qui se passe pour chacun, à pouvoir être entendus dans ce qu'ils vivent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on travaille aussi sur voilà, la réparation et également comment on va continuer ensemble. Quels actes on va poser pour que les choses elles se passent différemment. Et j'avais apporté des petits témoignages parce que je pense que c'est ça peut illustrer. Voilà, suite à ces médiations collectives, les enfants, ils ont dit que c'était très bien. Si on n'avait pas parlé de ça, certains problèmes auraient continué, on se serait énervé. Où je me sens libérée de ce que j'avais sur le cœur. Ça m'a permis de découvrir d'autres personnes à qui je pouvais faire confiance. Il y a une maman qui a écrit, qui a dit « mais merci parce que le travail qui a été mis en place pour ma fille, ça lui a permis de s'ouvrir davantage aux autres, elle est plus apaisée, ses rapports avec les autres se sont grandement améliorés. » Une enseignante qui a dit « mais merci, l'ambiance de ma classe s'est bien améliorée grâce au travail mis en place. » Donc voilà, il y a plein de possibilités qui existent pour pouvoir justement créer plutôt de la justice qu'on va appeler restaurative plutôt que la justice punitive.
Et ça fonctionne, comme vous le voyez. C'est pour ça que j'aime bien ces témoignages. Là, on a beaucoup parlé des enfants, mais j'aimerais dire que la non-violence, pour moi, elle commence déjà par chez les adultes, et notamment la collaboration entre les parents et les enseignants. Donc l'importance d'ouvrir l'école aux parents et de les accueillir, que ce soit plus un lieu dont ils ont peur, un lieu qui ne les prend pas en compte, et notamment en les faisant entrer dans les classes. Alors en général, les sorties scolaires, on demande des accompagnateurs, donc là ils viennent, mais est-ce qu'on peut les faire rentrer plus dans les classes, à animer des ateliers, à présenter leur métier ou une passion, à aider sur des projets. Moi, j'ai beaucoup fait ça dans mes classes et on a vraiment eu des choses extraordinaires. Les parents sont des ressources et donc j'aimerais bien que ce soit plus collaboratif. Moi, j'ai des parents qui sont venus. Il y a un parent qui était passionné de cerfs-volants. Il est venu nous faire des cerfs-volants. Une maman russe qui est venue nous présenter son pays. On a fait des petites matrioshkas. Une autre qui savait jouer à la belote. Enfin, voilà, c'est vraiment tellement riche que c'est trop dommage de s'en passer. Donc, moi, je suis une fervente défenseuse, triste, je ne sais pas, de l'ouverture de l'école aux parents. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en coéducation avec les enfants. Et il n'y a que si on marche la main dans la main, ensemble, qu'on va pouvoir soutenir les enfants. Et il y a comment moi, en tant qu'enseignante, je peux accueillir justement les inquiétudes des parents, parfois leur colère, leur agressivité. Moi, j'ai eu un parent qui était extrêmement en colère après moi parce qu'on avait parlé de la maltraitance. Lui, il frappait sa fille, en fait, comme moyen éducatif. Elle avait entendu que non, on pouvait appeler le 119 et il était dans une colère noire et très, très en colère après moi. Et en fait, on a beaucoup discuté pendant 1 heure. J'ai beaucoup accueilli, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il faisait, qu'il avait ce système éducatif, c'était quoi ses peurs, qu'est-ce qu'il voulait pour sa fille. Et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies, les mêmes projets pour nos enfants, qu'ils soient bien élevés, qu'ils trouvent un travail, qu'ils soient heureux, à part que lui, il avait choisi une éducation, on va dire plutôt avec des stratégies tragiques. Et moi, j'avais choisi un autre type d'éducation, mais en même temps, on voulait la même chose. Et donc, on a discuté comment on pouvait faire. Et le lendemain, la petite, elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais maîtresse, qu'est-ce que tu as dit à mon papa ?» Je suis « Ah bon, pourquoi ?»« Oui, je sais pas, il est arrivé à la maison, puis il a dit à ma maman « Bon, on va plus taper Djeneba et on va essayer de faire autrement. » Je fais « Alors ?» Elle me fait « Mais je suis trop contente, maîtresse !» Et donc là, c'était juste 1 heure de discussion. Donc après, il faut de l'accompagnement parce que ça ne vient pas comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup de soutien aussi à la parentalité, qu'il y a des choses qui peuvent se faire aussi au sein des écoles. Et sans oublier, quand je parle d'adultes, je parle aussi des équipes enseignantes, voilà, où il y a beaucoup de souffrance. Donc je pense qu'il y a besoin de beaucoup de temps de concertation, de médiation, besoin de soutien. Et je crois que c'est aussi à cet endroit-là qu'il faut agir pour qu'il y ait de la non-violence à l'école. Et je terminerai en conclusion, voilà, pour dire que la non-violence, pour moi, elle passe déjà par prendre soin des adultes, et qui regardent aussi leur propre violence et comment eux, ils contribuent à ce système de violence. Et sans oublier que l'école, on est dans un système aussi qui est dit très violent. Donc comment on peut transformer aussi nos systèmes éducatifs pour vivre la non-violence. Merci. Merci Mylène pour ce témoignage très vivant. Je passe la parole à François qui va nous parler de prévention et de justice restaurative appliquée à ce domaine. Merci. Moi, j'ai exercé le même métier que Mylène pendant 25 ans. Et au bout de ce temps-là, je me suis rendu compte que ce que je voulais transmettre, ça n'était plus lire, écrire et compter, aussi important que ce soit, mais c'était tout ce qui touchait la relation. Ce qui m'avait amené à ça, c'est que j'avais découvert, à l'âge de 30 ans, que j'avais des émotions. On ne m'avait jamais dit ça. Et ça a bousculé non seulement ma vie de conjoint, ma vie de papa, mais aussi mon engagement professionnel, en me disant, mais ça, c'est prioritaire, en fait, pour accompagner les enfants, dans la conscience qu'ils ont des émotions et qu'ils peuvent les regarder, les écouter, les nommer, les partager, et que ça allait changer beaucoup de choses dans leurs relations les uns avec les autres. Ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est une approche que j'ai découverte depuis, après la médiation, après la communication non violente,
En 2013, j'ai rencontré un bonhomme assez extraordinaire, je peux le dire comme ça, qui s'appelle Dominique Barter et qui est venu en France plusieurs fois, 2014, 2015, 2019, pour partager juste son expérience dans une favela de Rio, au Brésil. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un Anglais qui s'est expatrié donc au Brésil, et puis que quand il est arrivé, il habitait à côté de cette favela Santa Marta, et il s'est aventuré dans ce lieu qui est réputé pour être extrêmement dangereux, extrêmement pauvre aussi. Et puis il a noué contact avec des jeunes qui étaient dans la rue, qui lui ont demandé d'apprendre l'anglais. Alors il a été amené à les rencontrer souvent, et puis petit à petit il a été invité dans les familles. Et là il a entendu ce qui se passait dans les familles, des drames, des vols, des viols, des assassinats en pagaille. Le Brésil, moins de 3% de la population mondiale, plus 15% des crimes mondiaux. Donc ça dit le niveau de violence. Et donc, en écoutant ces récits, il a observé qu'il y avait un certain nombre de constantes et que les gens, quand ils avaient vécu ces traumatismes, ils auraient eu besoin de comprendre pourquoi l'auteur avait agi comme il l'a fait. Ils auraient eu besoin de dire, mais d'être vraiment entendus par ces gens. Et puis, ils auraient eu besoin, évidemment, de retrouver de la sérénité, de la sécurité, autant que possible dans ce milieu. Et ça lui a donné l'idée d'imaginer une rencontre qui permettrait de faire cercle avec toutes les personnes qui sont impactées par le même conflit, par la même tension, pour se parler, avec 3 questions toutes simples que je vous propose de visiter là, parce que c'est ça qui nous a transmis aussi. C'est juste un petit mode d'emploi d'une simplicité incroyable, mais qui nous permet de dire et d'être entendu, de comprendre pourquoi l'auteur a agi comme il l'a fait, et de prendre sa propre responsabilité, sans être pointé du doigt. Et enfin, d'imaginer un demain qui soit plus paisible. Alors j'ai demandé à mes camarades de jeu de m'aider pour que vous puissiez sentir juste quelle est la posture. Peut-être certains d'entre vous connaissent la médiation, où le médiateur, la médiatrice, sont invités à redire ce qu'il a entendu de la part de l'une pour le resservir à l'autre. Et là, vous allez voir que c'est un peu différent. Alors, qu'aimeriez-vous faire savoir? On imagine que nous sommes un petit cercle qui se passe. Il y a eu un événement majeur qui mérite qu'on en parle. Alors, on se réunit. Je fais une petite introduction. Je n'ai pas le temps là et tout de suite. On va dire qu'on est parti. Et j'ouvre avec la première question. Qu'aimeriez-vous faire savoir et à qui de ce que vous vivez actuellement? Bah ouais, moi, je veux dire à Christian, Christian, pour qui tu te prends là, en disant que ma présentation, elle est nulle? Je me tourne vers lui. Que l'as-tu entendu dire? Moi, je l'ai entendu dire qu'elle se plaignait que j'avais critiqué sa présentation. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est ça que tu voulais qu'il entende? Je me plains, non. Moi, j'aimerais que tu entendes que moi, j'ai pas apprécié du tout quand tu as dit que c'était nul, ma présentation. Que l'as-tu entendu dire? Elle dit que j'ai dit que sa présentation était nulle. Est-ce que c'est ça? Oui, et j'ai pas du tout apprécié. Que l'avez-vous entendu dire? Moi, j'ai entendu que Mylène, elle se plaignait, qu'il avait dit que c'était nul et que, je ne suis pas bien sûre d'avoir tout bien compris, quoi. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Non, je veux dire, il a dit que c'était nul, ma présentation, et que j'ai pas apprécié. Que l'avez-vous entendu dire? Qu'elle dit que j'ai dit que sa présentation était nulle et qu'elle n'apprécie pas. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux dire autre chose? Bah ouais, moi j'ai passé des heures à faire ça et franchement, déjà je comprends pas pourquoi il dit ça, donc j'aimerais qu'il m'explique.
Et puis j'aimerais bien qu'il voit que j'ai beaucoup travaillé quand même, que ce soit un peu vu ça. Que l'avez-vous entendu dire? Qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle n'apprécie pas que je dise que c'est nul. Est-ce que c'est ça? Oui et non. Oui, j'ai beaucoup travaillé, merci de l'entendre. Et aussi que, du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi il dit ça. Que l'as-tu entendu dire? Elle veut comprendre pourquoi je dis que c'est nul. Voilà, je ne veux pas le mettre en difficulté, mais vous voyez que naturellement, on est passé à la deuxième question. Je veux comprendre. Et en fait, il ne pouvait pas dire pourquoi, parce que c'était que du jeu, il ne la trouvait pas nulle du tout, quoi. Voilà ce qu'est le cercle restauratif, qui va nous permettre, alors pas en 3 minutes, hein, vous imaginez qu'on ralentit énormément la prise de parole. On empêche, je ne sais pas si vous avez observé, on empêche le fait d'avoir une réponse brutale à un message brutal, puisque la personne, elle est invitée à redire ce qu'elle a entendu avant de parler elle-même. Alors qu'en général, dans nos échanges, vous observez que quand quelqu'un me parle, je suis en train de préparer ma réponse. Donc je n'écoute pas. Voilà, cette petite astuce-là, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment peut-être le cœur du message. Est-ce qu'on peut s'écouter jusqu'au bout? Vous avez vu le nombre d'allers-retours qu'on a fait pour que Mylène puisse vraiment être entendue dans sa parole, toute simple, qui était un peu artificielle, bien sûr, pour les besoins de l'exemple. Voilà, le cercle restauratif, c'est pour moi un moyen simple qui rejoint les cercles de parole dont parlait Mylène tout à l'heure, qui va permettre de réguler les tensions au fur et à mesure, sans attendre qu'elles s'accumulent, qu'elles deviennent insupportables, et qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui explose, mais parce qu'il a contenu tellement longtemps qu'il faut bien que ça sorte. Il y a une petite phrase qui dit « On dit du torrent qu'il est violent, mais on ne dit rien des gorges qui l'enserrent. » Et souvent, je pense que les enfants, ils sont sous pression parce qu'ils n'ont pas l'espace de dire, ni de dire au fur et à mesure, et ils n'ont pas les mots pour dire ce que s'expliquait Mylène, pour dire ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi ils n'ont pas les mots? Parce que les adultes autour d'eux n'utilisent pas ces mots. Il est bien évident que dans une famille où les parents utilisent des mots qui disent la colère, qui disent la peine, qui disent la déception, qui disent l'inquiétude et qui disent la joie, eh bien les enfants s'en emparent tout naturellement. Ça fait partie de leur langue maternelle et paternelle. Là, il y a un défi pour notre culture. Est-ce qu'on prend en compte la globalité de l'être humain avec ses émotions, ou est-ce qu'on continue à faire comme avant et à donner des ordres et des injonctions pour que les parents nous obéissent? Pour que les enfants nous obéissent, ce serait mieux. Alors pour que tout ça existe dans une communauté, c'est-à-dire pour qu'on ait anticipé le fait qu'il y aurait des conflits, mais aussi qu'on ait prévu la manière dont nous voulons vivre ensemble les uns avec les autres, c'est-à-dire sur quoi nous mettons-nous d'accord? Qu'est-ce qui est très important pour nous, pour que nous soyons en paix, en sérénité les uns avec les autres, dans notre famille, dans notre équipe, dans notre classe? De quoi avons-nous besoin? Et que choisissons-nous de mettre en œuvre? À quoi voulons-nous être attentifs pour que ces besoins soient pris en compte au quotidien? Et qu'on puisse réguler souvent, en fin de semaine par exemple, pour dire qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, ou en fin de journée. Est-ce qu'on peut se réjouir de ce qui va? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Et il nous faut faire attention à ça demain. Pour que, dans une petite communauté, comme je l'ai évoqué, on puisse vivre vraiment cela, Dominique Barter propose de créer ce qu'il appelle un système préventif et restauratif. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à la manière de vivre ensemble au quotidien et on va imaginer que probablement, dans notre petite communauté, il y aura des tensions et des conflits. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va s'en occuper?
Dans nos pays, on a un système de santé, un système de prévention des risques qui est vraiment très performant sur le plan de la santé physique. Vous connaissez le numéro des pompiers. S'il y a un accident, même dans la rue, vous savez quel numéro il faut appeler. S'il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a un début d'incendie, tout de suite, vous allez pouvoir réagir. Et il va y avoir toute une chaîne de procédures qui va se déclencher et qui va permettre au secours d'arriver le plus vite possible, peut-être de vous soigner sur place ou bien de vous emmener à l'hôpital. Et pendant ce temps, l'équipe d'administration, elle fait un dossier, il y a des gens qui préparent un lit pour vous, etc. Tout ça, c'est naturel pour nous. On sait qu'il y a des tensions, on sait qu'il y aura des conflits, on n'a rien prévu pour ça. Dominique Barter dit, quand on construit une école, on prévoit des lieux pour apprendre, des lieux pour se détendre, des lieux pour... Merci, il y a même la musique en même temps. On prévoit tout. On sait qu'il y aura des conflits, on n'a pas prévu un endroit où on allait pouvoir s'en occuper. C'est pas incroyable, ça? Et donc, le système restauratif, c'est imaginer qu'il y aura des tensions et des conflits et prévoir ensemble ce qui pourrait se passer avec toute une chaîne de procédures, avec des personnes ressources, des gens qui sont formés, comme les pompiers, les ambulanciers, et qui vont pouvoir accompagner les personnes qui sont en tension, en conflit. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en quelques lignes, mais il y aura peut-être des questions qui vont se poser. Je voudrais dire que cette approche, elle figure dans le cahier des charges et dans les documents qui sont accessibles pour les enseignants, dans un guide pour une justice en milieu scolaire, préventive et restaurative. Et ce guide, il est très peu distribué, très peu diffusé, mais il date de 2014. Donc vous voyez qu'il y a du chemin à faire. Ceci dit, je suis heureux de voir que les rectorats, les écoles académiques de formation continue commencent à faire appel à moi pour former des adultes, des professeurs, des principaux de collège, des gens de la vie scolaire, etc. Donc ça bouge, donc ça vient lentement, mais sûrement le mouvement est amorcé, peut-être grâce aussi au film que certains ont certainement vu, Je verrai toujours vos visages, qui nous alerte sur ces mots. Qu'est-ce que c'est que la justice restaurative? Ce que je vous en ai présenté, c'est une forme singulière, mais que j'aime beaucoup. Merci François. Effectivement, ce film est très beau. Mathieu, tu n'hésites pas à refournir des petits papiers, puis vous pouvez rendre vos papiers à Mathieu, ce qui va lui permettre de commencer à les trier un petit peu. Évidemment, tout à l'heure, on n'aura pas forcément le temps de répondre en détail à chaque question, mais si on les regroupe par catégorie, ce sera plus facile pour nous. Voilà, maintenant nous allons écouter Christian qui va nous parler des textes officiels, des textes institutionnels et comment dans ces textes figurent des préconisations de prévention des violences, de conflits, de transformation des conflits et puis quelles sont les évolutions d'un texte à l'autre. À toi Christian. Merci. Pour un quart d'heure. Pour un quart d'heure et tu me feras signe. Oui, donc je vais juste rappeler que j'ai surtout été engagé dans le plaidoyer pour la promotion de l'éducation à la non-violence et à la paix dans les écoles, tant au niveau national à travers la coordination pour l'éducation à la paix et à la non-violence, avec l'aide de tous les amis présents et beaucoup d'autres aussi. Et aussi au niveau international, puisque je représente une organisation internationale qui est l'International Fellowship of Reconciliation, le MIR en français, qui a un statut auprès de l'ONU et qui donc a des représentants auprès de l'ONU. Et je suis un des représentants auprès de l'UNESCO à Paris. Et c'est dans ce cadre-là que je suis les questions d'éducation à la paix et à la non-violence à l'UNESCO autant que je puisse. J'avais eu l'occasion de faire une conférence pour la Conférence internationale des ONG sur l'éducation à la paix et à la non-violence en 2020, pendant le Covid, en visio. Et ça avait été à des moments où on avait réussi à parler d'éducation à la non-violence dans cette organisation étatique. Donc là, il s'agit de voir un peu comment les États fonctionnent vis-à-vis de nos questions. Alors pour ce faire, moi j'ai regardé les textes. Alors, tu viens de nous en citer un
que j'avoue que j'avais un peu oublié. Tu l'appelles le guide qui avait été fait avec Debarbieu, c'était le groupe Debarbieu, c'est ça. Un de ceux qui existent, qui était une des conséquences du travail plaidoyer qui avait été fait avec toute la communauté associative autour de ça. Et il y en a d'autres. Alors ce que j'ai regardé, donc, ce sont des textes officiels que je vais vous rappeler. Et j'ai essayé de voir dedans si la non-violence était mentionnée, quel était le rapport à la violence, qu'est-ce qui était dit sur la place de l'éducation à la résolution des conflits, à la lutte contre les violences, à la lutte contre le harcèlement, et aussi dans la résolution des conflits, ce qu'il est dit sur la médiation, aussi, par exemple, pour prendre un exemple plus précis. Et essayer de voir s'il y a une évolution ou pas. Alors, ce sont des textes que vous ne lisez pas tout le temps, je suppose, dont vous ne connaissez même pas l'existence, mais qui sont les cadres donnés par l'État à l'éducation nationale. Alors, le premier avec lequel je vais commencer, c'est la loi Peillon. La loi Peillon de 2013, qui était donc... Peillon était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et a refait une grande loi cadre sur l'éducation, qui n'a pas été, qui a été amendée, mais qui reste la loi cadre encore aujourd'hui, et le cadre législatif qui organise l'éducation en France. Et dans ce cadre de la loi Peillon, nous avions travaillé à introduire au maximum l'idée d'éducation à la non-violence pour les élèves et pour les enseignants. Ça avait été le travail de la coordination pendant 10 ans, avec des rencontres régulières au niveau des ministères et aussi avec les parlementaires. On a eu la chance à l'époque d'avoir été soutenu par des parlementaires du groupe qui s'appelait peut-être déjà écologiste, mais au début ils étaient avec le PS et puis après ils ont changé de nom, mais enfin disons avec les sénatrices vertes, puisqu'à un moment on a eu la chance aussi que le Sénat soit majorité de gauche pendant 1 an et demi dans l'histoire du Sénat en France. Et c'est pendant cette année et demie que la loi Peillon a été discutée. Donc on a pu, grâce à nos appuis au Sénat, introduire qu'une partie de ce qu'on voulait. On n'a pas réussi à introduire l'enseignement, une formation des élèves à la non-violence et à la paix, mais on a réussi à introduire une formation des enseignants. Alors du moins, c'est ce que dit le texte de la loi Peillon, qui a été donc voté en 2013, voté sans aucune objection, de façon assez étonnante. Ça a été voté à tous les niveaux, toute la commission éducation à l'Assemblée nationale, au Sénat, il n'y a pas eu d'objection. Et le texte dit, dans le cadre des nouveaux instituts de formation des enseignants qui ont été créés par cette loi, les INSPE de l'époque, les instituts supérieurs de l'enseignement, de l'éducation, supérieur du professorat et de l'éducation, dans le cadre de cette création, Peillon a introduit, du moins les sénatrices ont introduit, que ces instituts organisent la formation à la prévention et à la résolution non violente des conflits pour les enseignants. Donc, ce texte de 2013 est toujours dans le Code de l'éducation, puisque la loi Peillon a entièrement refait le Code de l'éducation, qui régit toujours notre éducation nationale. Alors j'ai vérifié encore ce matin, il y a eu des changements en 2022, mais en 2023, aujourd'hui, il est toujours, en 2024, c'est toujours dans les missions des INSPE, et c'est dans tous les statuts des INSPE qui existent encore. Alors, on ne sait pas pour combien de temps, puisque ça réforme en permanence à l'éducation nationale, mais pour l'instant, c'est le cas. Alors, on savait tous que introduire un terme dans une loi, c'est pas forcément très efficace. Mais on peut regarder ensuite qu'est-ce qu'est devenu cette injonction faite aux INSPE de former. On pourra en reparler entre différentes associations qui interviennent dans les INSPE. Et en fait, on n'a jamais entendu dire que ça soit fait dans les INSPE. Peut-être dans certaines... Localement, il y a peut-être 1 ou 2 choses, mais de façon nationale, il n'y a jamais eu une prise en compte de cette dimension. Alors, ça s'est décliné ensuite par un référentiel, c'est très technique, mais c'est le référentiel de la formation des enseignants. Référentiel des compétences professionnelles, des métiers du professorat et de l'éducation. Donc ça, c'est la mise en musique dans, si vous voulez, le plan de formation des enseignants dans le cadre des INSPE. Et ça, c'est un texte qui date de 2019. En fait, on trouve
absolument pas cette formation à la non-violence et à la résolution des conflits. Ça a disparu. Ça n'est pas. Alors c'est dans les missions des INSPE, mais c'est pas dans le référentiel professionnel des enseignants, ce qui est quand même un peu embêtant. Et on ne trouve d'ailleurs dans ce référentiel de 2019 absolument rien sur la question des violences ou du harcèlement, par exemple. Ce sont des thèmes qui n'existent pas. Alors la seule chose qui existe, c'est la gestion des conflits. Et on doit former les enseignants à la gestion des conflits, mais c'est dans le cadre d'une communication respectueuse et efficace. Donc il y a quand même cette gestion des conflits, mais il n'est pas question de résolution non violente des conflits. Il est juste question de savoir, alors qu'est-ce qu'on met derrière. Alors, par exemple, il est dit qu'il faut savoir résoudre un conflit quand il y a des tensions, du désordre en classe ou dans la cour. Donc on voit, là on est dans la résolution du conflit pour tenir l'ordre, d'une certaine façon, mais il n'y a pas l'approche que nous, on voit derrière la notion de transformation non violente des conflits. Alors, et encore, les seules personnes qui sont censées gérer ces conflits, ce sont les CPE. Ce ne sont pas les enseignants. Parce que les CPE donc, sont formés dans les mêmes instituts que les enseignants, mais avec un master différent. Et donc, ce ne sont que les CPE à qui on demande de savoir gérer les conflits. Les enseignants, ce n'est pas leur problème. Et donc, c'est assez étonnant. Ça, c'est 2019. Alors, il y a un tournant qui est assez net, qui est en train de se faire. On est dans l'actualité. C'est la nouvelle définition de l'enseignement moral et civique qui vient d'être décidée, formulée au mois de juillet de cette année. Le texte est paru au BO au mois de juin. Et il est censé être mis en place à la rentrée 2024-2025. Donc il a dû être mis en place là pour les secondes. Pour les premières, ça sera plus tard. Les terminales, ça sera l'année suivante aussi. Mais ça concerne aussi le primaire. Et cet enseignement moral et civique est défini comme différent de l'éducation au développement durable et de l'éducation aux médias et à l'information, même si dans certains domaines, on dit qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Alors, en gros, cet enseignement moral et civique n'est pas réservé à une catégorie d'enseignants, même si ce sont plutôt les profs d'histoire géo qui sont quand même cités à plusieurs reprises. Alors, dans ce nouveau programme d'enseignement moral et civique, on voit apparaître, et de façon très nette, le harcèlement. Sur un texte de 30 pages, il y a 23 mentions du harcèlement. Harcèlement en ligne, cyberharcèlement et tout type de harcèlement. Et ça, dès le primaire. En fait, on a même l'impression que c'est plutôt réservé, dans certains cas, au primaire pour tout ce qui concerne le cyberharcèlement. La violence est aussi mentionnée 18 fois dans le texte. Violence, cyberviolence, mais aussi les violences sexistes et sexuelles, qui sont des violences dont on n'entendait jamais parler jusque-là dans les textes. Donc ça, c'est le côté lutte contre le harcèlement et les différents types de violences. Et on voit que ça s'appuie sur à la fois l'actualité, les cas dramatiques de suicide d'enfants liés au harcèlement, les questions de violences sexistes dans la société et la nécessité de commencer par l'éducation, parce que tous les mouvements féministes le disent, il faut commencer par l'éducation, c'est absolument, enfin commencer, il faut que ça commence aussi dans l'éducation. Donc on voit bien l'influence de l'actualité. On sait aussi que c'était le dada, d'une certaine façon, du ministre de l'Éducation, et aussi de Mme Macron, donc la lutte contre le harcèlement. Ça fait combien ? 5. Il m'en reste 4. Donc on a cet aspect un peu lutte contre, et on a aussi des mentions positives de développer la capacité d'empathie, d'éduquer les jeunes à l'empathie, développer les compétences psychosociales et apprendre les émotions. Alors on peut peut-être regretter que ça soit centré que sur le primaire, mais enfin c'est quand même un moment important. Mais il me semble qu'on ne le voit que dans le primaire. Je pense que ce serait pas de mal de revoir tout ça au collège, parce qu'on sait très bien que les enfants oublient entre ce qui se passe dans le primaire et ce qui se passe dans le secondaire. C'est vite oublié. Mais c'est quand même très présent, et l'empathie, on sait aussi que c'était une option très importante venant du modèle danois, d'après ce qu'on entendait.
Alors par contre, il y a une seule fois mentionné le conflit, mais de façon très atténuée. Et il n'y a rien ni sur la non-violence, ni sur la médiation dans le cadre de cet enseignement, qui est quand même c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus de choses sur l'enseignement moral et civique. Alors, l'autre élément que j'ai regardé rapidement, c'est le plan national de formation des enseignants, de la formation continue cette fois-ci, non plus la formation initiale. Alors là, il y a toute une priorité qui est donnée à prévenir toute forme de violence dans le cadre scolaire et extrascolaire. Mais là aussi, on est sur des violences qui sont définies comme les violences sexistes et sexuelles, mais on a aussi le séparatisme, la radicalisation, donc des choses très différentes. Et on voit pas très bien quels sont les modes d'approche de ces violences dans le programme national. Alors, je vais terminer parce que le temps passe, avec la résolution de l'UNESCO. L'UNESCO, donc, qui réunit 190 États, 193 même, avait fait une recommandation sur l'éducation à la paix en 1974, dans laquelle il n'y avait rien sur la violence, rien sur le harcèlement, rien évidemment sur la non-violence non plus. Donc, à la demande de la directrice générale, le texte a été repris avec une consultation des États et d'un certain nombre d'associations. Et en 2023, en novembre, il y a un an, le texte a été adopté à l'UNESCO. Et ce texte, qui s'appelle Recommandations sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme, la compréhension internationale, la coopération, les libertés fondamentales, la citoyenneté mondiale et le développement durable, aborde nos questions de façon assez étonnamment positive de notre point de vue. Il est rappelé à plusieurs reprises la culture de paix et de non-violence. Il est rappelé que les jeunes peuvent jouer dans la prévention et la résolution des conflits un rôle très particulier. Donc il y a une valorisation du rôle des jeunes là-dessus. Et il est demandé aux États, dans leur système scolaire, de renforcer la capacité des systèmes scolaires à promouvoir la santé physique et mentale et le bien-être afin d'encourager l'engagement en faveur de la non-violence et de la paix. Donc il est demandé aux établissements scolaires d'engager les jeunes à la non-violence et à la paix. C'est quand même à retenir. Et puis, il y a les éléments concrets que nous, on met derrière cette formation. Il demande que les jeunes soient formés à gérer les émotions, à ressentir, à montrer de l'empathie, le respect des autres. Et puis, on demande même que les jeunes soient formés à la résolution et à la transformation pacifique des conflits, à la capacité de traiter les conflits, de contribuer à la prévention, à la médiation et à la résolution des conflits de manière pacifique. Donc il y a vraiment une assistance très positive au niveau de l'UNESCO. Donc je conclurai en disant que la France s'améliore en ce moment avec une prise en compte des questions d'empathie, d'émotion, de harcèlement et de lutte contre les violences sexistes, mais qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à ce que demande l'UNESCO, en particulier donc une vraie formation à la résolution non-violente des conflits, qui est pour l'instant totalement absente du discours. Voilà. Merci Christian. Je ferai une petite remarque. Ça peut paraître un peu rébarbatif d'aller voir ce qui est écrit dans les textes, et puis plein de gens disent bon, vous êtes battus pendant des années pour avoir une phrase dans le texte d'orientation qui change ni le nombre d'heures attribuées, ni les moyens financiers, etc. Donc à quoi ça sert ? Alors, dire que ça ne sert à rien, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que quand on ose, c'était dans le titre qu'on avait mis, quand on ose faire quelque chose d'un peu différent, on peut s'appuyer quand même auprès de ses collègues ou du chef d'établissement en disant qu'on n'est pas complètement illégitime puisqu'on suit les orientations données. Alors, elles sont très vagues et elles ne sont pas transformées en moyens concrets, c'est ce qu'on peut regretter. Mais je pense que c'est quand même important de savoir que ça existe et que ça évolue. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Anne. Merci. Donc, moi aussi, j'ai été enseignante pendant quelques décennies, comme Mylène et François, et depuis une petite vingtaine d'années maintenant, formatrice à Génération Médiateur. La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits, disait Marshall Rosenberg. Et c'est vrai qu'à tous les étages, il y a des besoins non satisfaits. On le voit bien, que ce soit au ministère, que ce soit les personnels de direction,
que ce soit les principaux, les proviseurs, les directeurs, l'inspection académique, que ce soit à un niveau juste en dessous, les enseignants et les équipes de vie scolaire, et que ce soit au niveau encore en dessous, le niveau des enfants, des jeunes, tous âges confondus. Ouais. On voit bien qu'il y a de la violence institutionnelle, il y a de la violence à chaque niveau, et il y a de la violence sous toutes ses formes, comme je viens de le dire. La réponse de ministère, ça a été, on va faire des cours d'empathie. On va organiser des cours d'empathie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, je prétends, et je ne suis pas la seule, à me dire, oui, ça peut être une bonne idée, apparemment comme ça, parce que ça permet de sensibiliser les jeunes, et au passage de la formation des adultes qui vont former les jeunes, ça permet de former les adultes. Cependant, peut-on faire boire quelqu'un, un jeune, qui n'a pas soif? On peut juste lui montrer où est l'abreuvoir. Mais finalement, est-ce que je vais pouvoir forcer une classe à faire des cours d'empathie et après à le mettre en place dans sa vie du quotidien? Vous voyez bien la difficulté. Et puis, comment on peut transmettre l'empathie à des élèves lorsque, à l'étage adulte, c'est-à-dire l'étage des enseignants, de la vie scolaire, les personnels de direction, ça en manque cruellement. Au quotidien, dans la vie interne des établissements. On pourrait même dire, ne serait-ce que les mutations. Encore récemment, un ami qui me disait, moi j'ai été nommé à tel endroit, et à tel endroit, j'avais une collègue qui était nommée sur le poste. Vous voyez, ils auraient juste pu échanger leur poste et ils étaient chacun à quelques kilomètres de chez eux. Voilà, vous voyez quelle violence ça peut représenter. Et finalement, tout ça devient un énorme contre-témoignage. Alors, quelle réponse non violente? Quelle réponse non violente, nous, on va pouvoir faire? Et finalement, quels sont mes leviers, moi? Quels sont mes leviers, moi, en tant que citoyen, pour pouvoir agir? Évidemment, inutile de vouloir agir lorsque je n'ai pas prise sur la situation. Est-ce que j'ai prise sur la situation de ce qui se passe au ministère? Encore récemment, j'étais au téléphone, j'étais même en Zoom avec quelqu'un du ministère et on voit bien qu'on est peanuts à côté d'eux. Tous décident, vous voyez bien. Alors sur quoi j'ai prise donc? Moi, en tant que prof, en tant que CPE, en tant que chef d'établissement, en tant que personnel de direction au sein de mon établissement, quel projet je vais pouvoir choisir de privilégier et de mettre en place? Et bien là, j'ai un vrai levier possible. Quelle posture je tiens face aux élèves? Quelle écoute? Comment je relationne avec eux pour renforcer l'estime de soi de mes élèves? Là, voilà encore un levier possible. Chaque fois que je co-construis le cadre avec mes élèves, que je transmets l'enthousiasme de ma matière, la joie d'apprendre, de transmettre, là, j'ai encore un levier possible. Un autre levier, comment je me mets en relation avec mes collègues pour agir de concert et être ainsi force de proposition. Voilà encore un levier possible. Et puis si je m'éloigne un petit peu, moi en tant que citoyen, j'ai aussi des biais. Je ne suis pas que dans le subir, par le biais des associations dans lesquelles je milite, par le biais de mon vote aussi. J'ai des moyens d'action. Je ne suis pas que dans l'impuissance. Et puis moi, en tant que parent, quelle valeur je décide de transmettre à mes enfants? Quel outil de lecture je vais leur communiquer pour leur permettre d'appréhender ce qu'ils vivent avec du sens critique, avec du discernement, avec de la clairvoyance?
Oui, pas simple, mais faisable. Et je peux le dire en tant que maman. La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits, disait Marshall Rosenberg. Oui, mais quels sont les besoins essentiels des jeunes? Et pour nous adultes, quels sont nos besoins? Et pour nous adultes, est-ce qu'on nourrit les besoins des jeunes et des enfants? Voilà encore un levier possible. Comment moi, en tant qu'adulte, je nourris les besoins de mes élèves? Je nourris le besoin de mes enfants. Un jeune qui a un besoin d'amour non satisfait, de reconnaissance non satisfait, d'attention, d'affirmation de soi, de sécurité non satisfait, de distraction, besoin de respect, besoin d'appartenance, besoin de juste estime de soi non satisfait. Eh bien, il peut choisir comme stratégie possible pour nourrir ses besoins non satisfaits, il peut choisir la violence comme stratégie pour nourrir son besoin. Pour tous les élèves, quel que soit leur milieu social et leur âge, on sait que l'entrée à l'école ou dans une nouvelle classe génère 3 grandes peurs. La peur d'être agressé et maltraité, la peur d'être rejeté et exclu, la peur d'être jugé et humilié. Eh bien, quand on regarde ces 3 grandes peurs, on voit que la peur d'être agressé et maltraité, ça va chercher le besoin de sécurité. Que la peur d'être rejeté et exclu, ça va chercher le besoin d'appartenance. Et que la peur d'être jugé et humilié, ça va chercher le besoin de reconnaissance. Chaque fois que je favorise la coopération dans ma classe plutôt que la compétition, chaque fois que je co-construis avec mes élèves un cadre clair, cohérent, évolutif, constant, connu d'avance, chaque fois que je m'adresse à eux comme j'aimerais qu'ils s'adressent à moi, chaque fois que je mets en place la CNV, communication non violente, le message clair, la résolution de problèmes, le conseil de coopération, chaque fois que je forme des élèves médiateurs des conflits dans ma classe, chaque fois que je forme des élèves ambassadeurs, eh bien, je nourris leurs besoins de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance. En revanche, si la compétition, le manque de cadre, les jugements et le sarcasme, l'humiliation sont la manière de vivre dans notre classe, ça va générer quoi? De l'insécurité, de l'exclusion, de la colère, de la perte d'estime de soi. Et là, le jeune, il a quoi à sa disposition pour mettre en place une stratégie face à ça? La violence. Ça veut dire que si je veux agir sur la violence, si je veux prévenir la violence, il va falloir que j'aille nourrir son besoin de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance. En effet, le meilleur moyen de se faire des amis dans un univers inamical, c'est d'adopter les ennemis des autres. Ça veut dire que si je mets en place tout ce que j'exprimais tout à l'heure, et les jeux de coopération, et les travaux de groupe, et les conseils de coopération, messages clairs, CNV, cercle de parole, etc., eh bien, je peux transformer notre école pour qu'elle devienne un univers amical. C'est une manière de nourrir son besoin de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance. Ça veut dire que la violence, ce serait finalement comme de la mauvaise herbe quand les besoins de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance ne sont pas suffisamment nourris. Ouais, ce serait ça, notre responsabilité d'adulte. Nourrir
les besoins de nos élèves. Ouais, mais pour nourrir ces besoins, j'ai quoi à ma disposition? On a plusieurs fois parlé de compétences psychosociales. C'est un peu le maître mot en ce moment. Vous êtes d'accord, hein? On ne parle que de ça. Eh bien voilà une bonne porte. Utilisons ce qu'on a à notre disposition, finalement. Développer les compétences psychosociales chez les jeunes et les enfants. Et en faisant ça, renforcer l'estime de soi. Je ne vais pas vous développer les compétences psychosociales. Vous pouvez avoir la liste exhaustive sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Les compétences psychosociales, elles ont été développées dès les années 80. Ça fait juste 43 ans, 44 ans, hein, dans le cadre de la charte d'Ottawa. Et l'objectif de ces compétences psychosociales, c'est d'améliorer la relation à soi et aux autres. Ben, trop bien. Ben, là, voilà notre porte. N'allons pas chercher plus loin. Là, on est dans les clous et en même temps, on peut complètement développer la non-violence. Pourquoi développer les compétences psychosociales? Pour améliorer une plus juste estime de soi, pour créer des relations positives les uns avec les autres, pour augmenter le niveau des résultats scolaires. Oui, on en arrive là. On constate, il y a des études très nettes qui ont été faites depuis 10 ans là-dessus, qui constatent exactement ce que je viens de dire là sur l'amélioration. Et en même temps, on constate une baisse du stress, de l'anxiété, des violences, du harcèlement, et même des addictions variées en tout genre et des conduites à risque. Avec ces compétences psychosociales, on va augmenter les ressources émotionnelles, augmenter les ressources cognitives, augmenter les ressources sociales. Trop bien. Bon, alors, ok, il va falloir que je vous dise un élément à prendre en compte dès le départ, c'est que c'est une tâche sans fin. Ça veut dire, c'est pas parce que je le fais en CM1 que c'est gagné pour la 4e. Ça veut dire, je vais devoir sans cesse remettre cette affaire-là, c'est jamais gagné. L'art de vivre ensemble, c'est pas l'art de supprimer le conflit, c'est l'art de supprimer la violence dans nos conflits. Ça veut dire que nous, à Génération Médiateur, notre idée, c'est de redonner sa juste place au conflit pour oser le regarder. Le conflit, il est normal, il est de toute façon inhérent à l'être humain, on n'arrivera pas à le supprimer. Donc l'idée, c'est d'outiller nos élèves, et au passage de s'outiller nous, pour transmettre tous ces outils à nos élèves. Puisque de toute façon, le conflit, on n'arrivera pas à le supprimer. Eh bien, donnons-leur des outils pour gérer, réguler ces conflits. C'est vraiment ça l'idée. Vous l'avez compris, notre objectif, ce n'est pas de supprimer le conflit. Mieux vaut s'attacher à transmettre des outils dès la maternelle pour qu'ils deviennent autonomes, capables de réguler par eux-mêmes les conflits, par des outils de médiation, par l'expression des émotions et des besoins, par des outils d'empathie. Et puis, je vais terminer avec ce petit truc-là, parce que ça me semble tellement important. Tout à l'heure, j'ai parlé de levier. Eh bien, un bon levier qu'on a, nous les adultes, c'est de nous mettre en cohérence avec ce qu'on dit, entre ce que je dis et ce que je fais. J'ai entendu des adultes en formation me dire « Moi, je dis aux élèves, faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Seulement, vous comprenez bien l'incohérence que ça crée chez le jeune, hein, et la dissonance cognitive qui crée un conflit de loyauté, qui crée donc du stress. Donc c'est là-dessus que je voudrais finir.
pour dire comment nous, adultes, on se met en cohérence avec ce que l'on vit, parce qu'évidemment, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul, disait Gandhi. Oui, ne leur apprenez pas à être polis, montrez-leur. Ne leur apprenez pas à être généreux, montrez-leur. Ne leur apprenez pas à être respectueux, empathique ou solidaire, montrez-leur. Il apprendra plus de ce que vous êtes que de ce que vous dites. Merci. Merci Anne. Et je me disais, pour rester en bonne santé, parce que je crois que c'est vraiment important, c'est de me dire quelle est ma part, mais quelle est ma part dans quel cadre? Et je suis une enseignante dans la classe. Je fais quoi avec les moyens qu'on me donne pour optimiser au maximum et me rapprocher un petit peu des valeurs auxquelles je crois. Mais je suis aussi dans une équipe de profs et je sais que si je suis toute seule à ramer, ça ne va pas marcher. Donc à un moment donné, il y a des choses qui sont impossibles à moi tout seul dans le cadre de ma classe s'il n'y a pas une logique d'établissement. Et du coup, ma part, c'est je fais quoi en tant que membre de l'établissement, toujours en préservant ma santé, parce qu'il ne s'agit pas de pas dormir la nuit, mais de se dire, bon, je sais que si je reste dans ce cadre-là, je ne vais plus avoir de sens à mon boulot. Donc il y a peut-être un cadre supérieur au sens extérieur, où il y a encore des gens à convaincre ou des idées à faire avancer. Et puis, comme le disait Anne tout à l'heure, si au niveau de l'établissement, c'est pareil, j'ai ce sentiment d'impuissance, je me dis, mais en fait, je suis impuissante dans ce cadre-là. Évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, mais je suis aussi citoyenne et effectivement, par rapport à, je sais pas, ça peut être les médias, mais ça peut être un syndicat, un parti ou un vote, quelle est ma part et avec qui et dans quel sens, hein. Et puis, je pense que si on a exploré ça et fait, malgré tout, des petits pas qui nous sembleront toujours petits par rapport à nos ambitions, on peut se dire aussi, on est fier d'avoir fait notre part. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se noyer dans le sentiment d'impuissance et d'arriver à dire on est nul, si c'est contradictoire avec ce que François disait tout à l'heure. Voilà. Je poserai tout à l'heure une même question aux 4. Ça sera une conclusion un peu collective. Mais avant, il y a des petites questions à répondre. On va commencer par les questions un peu techniques. Peut-être Christian, tu avais quelque chose. Oui, il y avait une question qui est très concrète. Où trouve-t-on les références du texte de l'UNESCO? En fait, il est sur le site de l'UNESCO. Pour le retrouver par Google, c'est assez simple. Vous faites recommandations éducation à la paix 2023 et vous tombez dessus. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que l'UNESCO n'a toujours pas finalisé le texte. C'est toujours le texte de la proposition qui a été présentée, qui a été votée. La date elle-même n'est même pas dans le texte. Je l'aurais pourtant... Voilà, j'ai demandé à ce qu'ils allaient nous le donner un jour. J'avoue que ça fait presque un an que je n'ai pas vraiment diffusé le texte parce que j'attendais une version, mais je crois qu'il va falloir le faire sans avoir la version finale. Donc c'est assez facile à trouver, hein. C'est un texte qui fait une trentaine de pages qu'on trouve... il est dans plusieurs langues, hein. Moi, j'avais une question sur comment s'écrit Dominique Barter. Dominique avec un C. Barter, B-A-R-T-E-R. Et puis, par rapport au guide pour une justice en milieu scolaire, préventive et restaurative, on le trouve effectivement sur EduSchool. On peut le trouver aussi sur le site de Déclic, sur le site de certains rectorats aussi. Et puis, si vous voulez aussi des renseignements sur ce travail sur la justice restaurative de Dominique Barter, vous pouvez regarder le site de Déclic, CNV et Éducation. Et puis ensuite, le site cerclerestauratif.org, cercle restauratif au pluriel, tout attaché.org. C'est un wiki avec différentes ressources qui sont un peu anciennes, mais qui sont encore précieuses. Et tu peux dire qu'à l'EFC de Paris, il y a une formation. Oui. Oui. Si vous faites partie de l'Académie de Paris, oui, merci Mylène. Et il y a une formation qui est prévue sur les systèmes et cercles restauratifs par le EFC, mais c'est en 2025, début 2025. Encore une ou deux informations.
Une ou deux informations, puis je redonnerai la parole à Mylène et à moi sur des questions de contenu. Il y avait une question, c'est quoi Génération Médiateur? Oui, Génération Médiateur, c'est une association, loi 1901, qui forme les adultes du milieu scolaire à former leurs élèves pour devenir médiateurs dans la cour de l'école ou du collège ou du lycée. Ça veut dire qu'on va transmettre aux élèves. Nous, Génération Médiateur, on transmet aux adultes qui transmettent aux élèves. C'est ce qu'on appelle une formation en cascade. Et donc, les élèves seront à même, à l'issue de la formation dispensée par leurs profs, ils seront à même de réguler les petits conflits du quotidien. Évidemment qu'on va circonscrire très nettement le conflit de façon à ce que le jeune sache si c'est un conflit qui relève de lui, médiateur jeune, ou d'un adulte qui va médier le conflit, hein, en fonction de la gravité du conflit, bien sûr. Voilà. Donc c'est une transmission au cours d'un parcours où on va transmettre d'abord toutes ces compétences psychosociales dont je parlais tout à l'heure pour qu'une fois acquises, ils puissent devenir médiateurs dans la cour de l'école. Voilà. Donc c'est une association qui vit depuis 1993. Voilà. Merci Anne. Revenons un petit peu sur une ou deux des questions. Mylène. Oui, alors moi je vais répondre à vos propos sur l'empathie. Oui, je donne de l'empathie à mes élèves et je m'épuise. Mais parce qu'en fait, on oublie un axe. Il y a l'axe de l'empathie qui est l'axe de l'écoute, qui est hyper important. Et il y a aussi l'axe de l'expression. Et à quel moment, moi, je vais poser aussi mes limites et ce qui se passe pour moi. Donc, je pense qu'à un moment donné, on s'épuise parce que, bah voilà, peut-être qu'on ne pose pas nos limites et qu'on ne co-crée pas aussi le cadre avec les élèves. Donc, en fait, moi, j'aime la communication non violente et c'est... je n'ai pas envie de dire que c'est un outil parce que pour moi, ce n'est pas un outil, c'est une manière d'être au monde. Mais parce que moi, j'ai appris à la fois écouter empathie et à la fois à poser mes limites avec fermeté, mais depuis un espace qui n'est pas contre, mais qui est chez moi et qui est OK, comment on va faire avec? Et à un moment donné, ça peut être stop. Et là, en fait, c'est stop parce que là, c'est plus possible, on ne peut pas apprendre. Et c'est quoi les besoins de chacun? Les miens, mais aussi les vôtres. Et comment on va faire ensemble? Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'empathie, c'est un axe important et en même temps, pour moi, ce n'est pas un axe suffisant parce qu'il y a l'axe de l'expression, comment je vais pouvoir dire à l'autre sans être accusateur, sans être dans la culpabilisation, sans être dans l'humiliation, mais comment je vais pouvoir poser des actes, des limites d'une manière non violente. Donc ça, et ferme, bien sûr. Parce que la fermeté, ben, c'est important. Le cadre, c'est important. Quand il y a le cadre, c'est ce qui permet la liberté aussi. Et on en a besoin pour vivre ensemble. Donc par rapport à le chaos dans la classe, voilà. Moi, c'est vrai que l'axe que j'utilise, c'est la création d'accords de groupe ensemble. Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins des élèves? Et comment on fait ensemble pour vivre ces besoins? De quoi on a besoin en classe? On a besoin d'apprentissage, on a besoin de soutien, on a besoin de considération, on a besoin d'appartenance, on a besoin de joie, on a besoin de jeu. OK, comment on fait pour ça? Besoin d'écoute, besoin d'exprimer. Et on va chercher les stratégies ensemble et on va se les rappeler ensemble parce qu'on est une communauté coopérante et apprenante. Donc voilà, ça c'est quelques axes voilà, par rapport voilà, aux enseignants qui peuvent s'épuiser par empathie parce qu'il leur manque un axe. Et je pense qu'on doit être formé aussi à pouvoir exprimer les choses d'une manière qui parte de nous et pas contre. Et ça s'apprend, c'est ça qui est chouette. Comment je peux offrir de l'empathie aux élèves si mon réservoir est vide? Autrement dit, quelles sont mes sources de soutien? Dominique Barter dit « Je ne fais rien sans soutien ». Je vous invite vraiment à regarder autour de vous, dans vos équipes, mais plus largement encore, quelles sont les personnes qui peuvent vous offrir de l'empathie? Parce qu'on en a infiniment besoin quand on est en face d'élèves. Il y avait aussi comment garder la motivation des élèves. Alors,
Alors, il y a face aux perturbateurs. Alors, les perturbations, vous en avez parlé. Bon, moi, j'ai écrit un livre Sanctionner sans punir, donc ça ne veut pas dire que je dis il suffit d'écouter les élèves. La sanction, je ne vais pas vous refaire le livre, mais il n'y a pas besoin de punir pour avoir une réponse d'adulte face à une transgression. Une réponse en parole, mais aussi une réponse en acte. Isoler l'élève, enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas faites pour l'embêter, mais qui sont faites pour garantir à toute la classe la protection des conditions d'apprentissage correctes. Agir sur la motivation, je faisais toujours des schémas à mes étudiants profs. La motivation, c'est comme un moteur. Et souvent, la question, c'était pas agir sur c'est comment motiver les élèves. Alors, je dis, vous n'allez pas les motiver de force. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter pour agir sur cette motivation? J'ai toujours des petits moyens mémotechniques. Je disais valeur, acteur, saveur. Valeur, c'est quelle est la valeur de l'activité aux yeux de l'élève. À un moment donné, l'élève, il décroche parce qu'il ne sait plus trop à quoi ça sert ce qu'on lui demande. Donc, raccrocher d'une façon ou d'une autre, soit à son centre d'intérêt, soit à l'utilité pour avoir des points au bac, peu importe. Mais vous voyez que ce qu'il fait n'est pas gratuit, parce que moi, pour me lever le matin, j'ai besoin de penser que ce que je vais faire est un petit peu utile à quelque chose, quoi. Sinon, au mieux, je reste sous ma couette, et puis au pire, j'emmerde des voisins, quoi, en gros. Donc, valeur, acteur, en quoi il est actif et acteur de son apprentissage. Qui fixe les objectifs? Alors bien sûr, le prof, il va fixer un objectif pour la classe et pour sa séance, mais au sein de cet objectif, est-ce qu'on peut faire formuler aux élèves, moi là j'ai envie d'enfin comprendre tel truc ou de progresser sur telle chose? C'est-à-dire que l'élève s'approprie la formulation d'un objectif d'apprentissage. Je dirais pas minute par minute, mais au moins séance par séance. Et enfin, la saveur, il faut que l'ambiance de la classe soit agréable. Et là, je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit les collègues, mais pour que l'ambiance soit agréable, déjà, il faut que le prof ait l'air de croire un tout petit peu à ce qu'il fait et être un petit peu passionné par ce qu'il raconte. S'il se fait suer lui-même, évidemment, ça ne va pas avoir beaucoup de saveur. Mais il y a aussi comment les besoins des élèves sont pris en compte et qui fait que le climat est agréable. Et si les élèves ne sont pas là parce que l'intérêt de la matière, ils n'ont pas encore compris, au moins s'ils passent un bon moment, vous voyez, ça agit aussi sur la motivation. Donc c'est une espèce de combinaison de tout ça, en fait, qu'il faut revoir et appliquer concrètement en maths, en EPS, enfin dans toutes les matières. Je sens un peu de fatigue ambiante. Enfin, là, j'en sens déjà. Et donc, comme je vous le disais, je vais poser une dernière question à mes 4 collègues. Ah, tu avais encore un petit mot? Un mot. Hein. C'est possible? Non. On vient de parler de motivation. Il y a un certain Daniel Favre qui a écrit « Cessons de démotiver les élèves ». Et je crois que c'est intéressant de regarder ce bouquin. Et il dit aussi... Par rapport aux élèves perturbateurs, quel regard nous avons sur ces élèves-là? Pour moi, c'est vraiment une des clés du cercle restauratif, c'est de pouvoir offrir à l'auteur des faits ou aux auteurs le même regard empathique. Parce que Daniel Favre dit la phrase suivante, il dit « Chacun de nous a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense, de ressentir ce qu'il ressent et d'agir comme il le fait. » Est-ce que nous pouvons regarder ces élèves-là qui nous pourrissent la vie comme des élèves qui sont en souffrance? Et ce n'est pas facile. Ouais. Et par rapport à l'empathie, et justement, en effet, quand moi-même j'ai besoin d'empathie, comment puis-je en donner aux autres? Du coup, Déclic CNV Éducation propose des lignes d'écoute pour tous les éducateurs, que ce soit les enseignants, les parents, animateurs, petite enfance, etc. Voilà, des temps d'empathie avec des personnes formées à l'écoute empathique. Donc n'hésitez pas, sur le site Déclic CNV Éducation, dans nos actions, je crois, il y a ligne d'écoute et vous pourrez du coup avoir un espace avec quelqu'un qui est formé à l'écoute empathique pour déposer et du coup retrouver un espace à l'intérieur de vous pour après faire des choix peut-être différents. Merci. C'est fait pour ça. Alors en conclusion,
Je reviens sur le titre. J'avais oublié de commenter un mot qu'on avait aimé dans le titre, c'est « oser la non-violence ». Et on a parlé de défi tout à l'heure. Hein, et d'une part, c'est pas simple parce qu'on a vu qu'il y avait plein de freins à tous les niveaux. Et puis, c'est pas simple parce que c'est aussi multiforme. Il faut s'attaquer à plein de sujets, quoi. Donc, pour essayer de finir sur une note un petit peu concrète, je vais demander à chacun, mais pour oser la non-violence à l'école, pour toi, c'est quoi l'urgence? Voilà. Qui veut commencer? Alors, pour moi, l'urgence, c'est que chacun, à tous les étages, prenne sa responsabilité sur la violence qu'il peut émettre et envoyer. Que ça commence peut-être en haut, puisqu'on est dans quelque chose de plutôt pyramidal qui descend vers nous. Donc voilà, que ce soit au ministère, qui prennent la responsabilité de leur violence, ensuite dans les rectorats, ensuite au sein des hiérarchies, des chefs d'établissement, des inspections, et ensuite les adultes. Et si chacun, à son niveau, prend la responsabilité de sa violence et essaye de la transformer, moi, j'ai espoir qu'à un moment donné, les adultes, ils iront mieux. Et si les adultes vont mieux, les enfants iront mieux. Donc, voilà. Moi, je crois que nous avons le pouvoir de vivre ce à quoi nous aspirons dans nos petites communautés, dans notre famille, dans nos équipes. Et que la première marche, c'est comment nous créons entre nous le bien-être ensemble. Et ça nous appartient, même si nous n'en avons pas fait l'expérience jusque-là. Merci. Question? Oui, je vais en même temps répondre à des questions qui ont été posées sur est-ce que enseigner la non-violence n'est pas de l'hypocrisie aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire à grande échelle pour former les enseignants. Et il me semble moi, que l'urgence, c'est de la prise de conscience des conséquences de la violence, du fait que la violence est toujours négative, destructrice, et que tant qu'on n'a pas mis ça clairement dans l'esprit, on a du mal à dire non à la violence, et on a du mal à voir l'importance de la non-violence. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans notre société, il y a un progrès dans ce sens-là, hein, et y compris dans l'éducation nationale. On voit l'intérêt pour tout ce qui est justement la lutte contre les violences, le harcèlement, et on voit apparaître en même temps un développement de l'empathie, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment une question de changement de culture à ce niveau-là. L'urgence, c'est vraiment qu'on change de culture par rapport à la violence, qu'on arrête de la justifier, qu'on arrête de la valoriser. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on voit quand on allume notre télévision ou... mais en même temps, on sent bien que toutes les souffrances du monde actuel sont aussi une condamnation de cette violence. Hein. Tout le monde en souffre, à tous les niveaux. Et toutes les horreurs qu'on voit, on se dit, mais bon. Donc je pense que c'est ça l'urgence. C'est vraiment un changement du paradigme de notre culture et qu'on arrête de justifier la violence d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas facile de s'en détacher, mais on voit que ça progresse. Donc j'ai de l'espoir. Si j'avais envie de rêver, je dirais plus d'argent, ça c'est urgent. Parce qu'on voit bien que, c'est quand même ça qui empêche, qui empêche de se former, qui empêche de... Bon, ok. Si j'avais envie de rêver, je dirais des prises de conscience. L'urgence, c'est des prises de conscience. Que les gens, ils prennent conscience qu'il y a urgence, justement. Qu'il y a urgence et que nos enfants, ils nous préparent la société de demain. Je suis peut-être en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais voilà. Donc urgence, prise de conscience. Urgence, c'est les formations. Bien sûr que urgence, c'est les formations, parce que la formation, c'est vraiment un moment où je prends conscience, et des formations de qualité, évidemment. Parce qu'en effet, il y en a des formations dans les académies, oui, c'est sûr, mais c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. Donc oui, la formation, ça me semble être une grande urgence, grande urgence. Ils exagèrent, mes collègues, parce qu'ils veulent un deuxième tour. Alors, bon. Après, je vous dirai mon urgence à moi. Oui. Moi, je voulais faire la différence entre violence et conflit. Et si on ne s'occupe pas des conflits, je pense que c'est parce qu'on a peur de la violence.
Et le conflit, dans un idéogramme chinois, autour de la crise, le conflit, il est fait avec 2 morceaux d'idéogramme, l'un qui dit danger et l'autre qui dit opportunité. Et quand on commence à regarder le conflit en disant c'est l'opportunité pour se parler, pour réguler entre nous, ça change un peu. On a moins peur. Ouais. J'ai parlé de responsabilité, j'ai parlé de bien-être des adultes. Et moi, je pense qu'il faut changer la vision qu'on a de l'école en ne voyant plus l'école comme un lieu uniquement d'apprentissage, mais un lieu de vie. Et je pense que si on met en amont que l'école est d'abord un lieu de vie, où tous ces êtres humains, adultes, enfants, vont devoir vivre ensemble et qu'on va mettre l'accent déjà sur comment on vit bien ensemble. Bah, si on vit bien ensemble et que je suis bien, je me sens en sécurité, je me sens content d'aller à l'école, je me sens confiance, mais là, je vais apprendre parce que là, je vais être disponible. Donc pour moi, il y a vraiment à travailler sur la vie à l'école, bien-être adulte, bien-être enfant, et notamment dans les formations, des formations de qualité et pas des capsules vidéo envoyées à droite à gauche comme ça. Voilà. Merci. Alors, l'urgence. D'abord, vous dire merci. Vous dire merci d'être là parce qu'on disait qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas tellement de gens qui consacrent un samedi après-midi alors qu'ils ne sont même pas payés en heures sup pour se poser ces questions-là. Donc, bravo à vous et à nous aussi. On n'est pas plus payés que vous. Merci beaucoup. Et puis, la deuxième urgence, c'est de regarder l'heure parce qu'on a parlé aussi de garder sa santé. Et l'urgence, c'est l'apéro et le repas. Et donc, je vous dis au revoir. Je remercie aussi Mathieu pour son aide et Prune pour leur aide technique. Et bravo pour toute cette organisation.